Bonjour, vidéo T004C, toujours dans le système Rolleiflex. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la gamme SLX au HI6. HI6. Alors, dans les années 76, dans le but de succéder au Rolleiflex biobjectif dans la photo de presse, pour la photo de presse, essentiellement, le Rolleiflex a sorti un boîtier qui s'appelait le SLX, qui est un boîtier. Alors, je n'en ai pas et je vous déconseille d'en avoir un pour ce modèle-là, parce que c'est un nid à panne. Non, c'est pas que ce soit un nid à panne. L'électronique est à son balbutiement. L'électronique, à l'intérieur, les circuits ressemblent à un poste de radio de l'époque. Donc c'est de l'électronique discrète avec des résistances soudées sur une plaque et ainsi de suite. Il n'y a pas un circuit intégré. Enfin, voilà, quoi. Donc à la limite, je dirais que ça devrait être réparable à l'infini parce que ce sont des composants discrets très facile à tester si on a le schéma et ainsi de suite. Mais bon, c'est beaucoup de travail et ainsi de suite. Et donc, le SLX a quand même... enfin, il faut trouver l'artisan, quoi, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, je vous déconseille pas je vous déconseille d'en acheter un parce que ça commence à être vieux et ainsi de suite. C'est fragile, c'est le premier modèle, quoi. Voilà. C'est le premier de la portée. Le premier de la portée, il est jamais tellement bien. Bon, voilà. Et puis, s'il avait été si bien que ça, mais il n'aurait pas nécessité d'en faire des modèles suivants. Voilà. Donc, moi, d'une façon générale, j'essaye d'éviter les premiers de la portée. C'est rare qu'ils soient bien réussis. Il y a 2-3 exceptions dans la règle, dans l'histoire photographique. Il y a le Nikon F. Mais Nikon F, c'est le premier de la portée des réflexes, mais c'est aussi la somme des expériences des Nikon télémétriques. Voilà. Et donc ils ont essayé de faire un appareil moderne pour, dans le but de les vendre aux photoreporters, aux journalistes de presse et choses comme ça. Et donc du coup, ils ont fait des solutions techniques qui sont un peu lourdes de conséquences à l'ère du numérique et voilà, mais ils s'en sont quand même pas trop mal débrouillés, on va voir ça gentiment. Donc c'est un boîtier qui est 100% électrique. Voilà. Tout est électrique à tous les étages. Il y a un moteur intégré. Alors, ça fonctionne avec un accu. Voilà, magnifique accu. Magnifique accu, voilà, tac, voilà, magnifique accu. Et donc on en reparlera des accus. Alors mes accus sont un peu fatigués, sont un peu vieux, sont un truc comme ça. Je les avais rechargés la semaine dernière parce que je pensais faire je les ai rechargés il y a 15 jours parce que je pensais faire la vidéo il y a 15 jours. Et puis il y a 15 jours, j'ai fait la vidéo sur les Hasselblad. Le week-end dernier, j'ai fait autre chose. Et puis là, ce week-end, je me suis dit, bon, ça va aller. J'ai mis dedans, oui, bon, ça s'allume. Et puis en fait, non, mes accus sont à plat. Donc il va falloir attendre que je les recharge pour vous montrer. Donc le problème, le seul souci, non, le problème majeur de cette gamme-là, ce sont les accus. On trouve au jour d'aujourd'hui, actuellement, pour 60-70 euros, des accus NIMH chinois, enfin en Chine, des accus NIMH qui à remettre dedans. Hein. Donc moi, c'est un truc que j'ai fait, donc j'ai fait ça en 2013. Et bon, ils sont morts. Enfin, ils tiennent plus la charge et ainsi de suite. Donc il faudrait que je le refasse. Voilà. Donc, il faudrait que je le refasse.
Et c'est quelque chose que je repousse mais enfin, il va falloir que je le fasse là, parce que là, si ça tient même pas une semaine, c'est pas rentable. Alors, comme toujours, ce sont des appareils photo professionnels. Alors, des appareils photo professionnels ne veut pas forcément dire qu'on peut sauter dessus à pieds joints et s'en servir comme marteau pour enfoncer un clou. C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut surtout dire que ce sont des appareils qui sont faits pour fonctionner tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour, sans problème, mais avec un entretien suivi. C'est un instrument de travail. C'est fait pour et un instrument de travail, une machine-outil ou n'importe quoi, il y a une notice d'entretien. Et si le concepteur a décidé que vous devez changer un ressort tous les ans, eh ben, il faudra changer ce ressort tous les ans. Voilà. Je pense aux obturateurs centraux, les compures et tout ça, qu'on dit « Ah, c'est merveilleux, ça tient longtemps ». Oui, mais M. Compure, il avait prévu que vous changeriez, vous feriez entretenir votre compure tous les ans et qu'il fallait changer le ressort tous les ans. Et donc, le ressort moteur dans les obturateurs compure est dimensionné de telle façon par rapport au volume qu'il avait, voilà, il est préchargé. Il est préchargé, il est monté préchargé. Et donc, c'est-à-dire qu'un ressort, quand vous le laissez libre, eh ben, il n'y a pas de précharge. Mais quand il est monté dans le mécanisme, eh ben, il est déjà armé à 50%. Et quand à 50% de sa force potentielle. Et quand vous armez l'obturateur, eh bien, vous allez jusqu'à 100% de la valeur de calcul pour lequel il a été calculé. Et dans le cas de ces obturateurs-là, de ces ressorts-là, eh ben, rester tout le temps chargé à 50% fatigue le ressort, et ce qui fait qu'il perd sa patate, et il perd son jus, parce qu'il est sous-dimensionné par rapport à la section du fil, par rapport au traitement, et ainsi de suite, et parce qu'il n'y a pas la place de mettre un ressort qui va bien. Le ressort qui aurait permis d'avoir un modèle qui permet un fonctionnement pendant des années et des années sans souci. Un appareil photo amateur, à contrario, lui est fait pour avoir fonctionné raisonnablement une certaine quantité de photos, une certaine quantité de mouvements, mais sans entretien, très longtemps, voilà, sur une longue période. Voilà. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait acheté un Minolta X300, et puis il fait des photos, et puis et son appareil tombe en rade au bout de 9 mois, donc il le ramène à la FNAC, et puis il le fait réviser sous garantie, et puis le mec il dit « Je comprends pas, vous avez usé le pignon, vous ne l'avez pas cassé, il est usé, et c'est une caisse d'usure, un pignon c'est fait pour tenir 900 photos, 900 photos, il fait il prend son classeur, il calcule, il compte, il a fait 1200. Voilà, 1200 en photo en 9 mois. Alors, au jour d'aujourd'hui, à l'ère du numérique, ça nous fait doucement rigoler. Hein. Et les gens, 900 photos, moi, quand j'ai fait le meeting aérien de La Ferté-Alais avec le Kodak DC 760, j'ai dû faire 800 photos dans l'après-midi. Voilà. Et alors, pour moi, c'est exceptionnel. Mais voilà, et puis il y a des gens... ils font ça avec leur appareil photo numérique en un week-end, quoi. Voilà, en un week-end. Donc, la différence entre un appareil photo professionnel et un appareil photo amateur, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire que les modes de calcul des pièces, des pignons, des engrenages ne se font pas du tout sur la même consommation, ni la même fréquence de révision. On avance. Donc le SLX était destiné à un appareil photo professionnel, destiné à des gens qui font du reportage, et donc à proprement parler, le SLX n'a pas de dos interchangeable. Le dos, alors le SLX, j'en ai pas à vous montrer, mais le principe du SLX, le principe de Rolleiflex, c'était d'utiliser des cassettes de rechargement, donc on met le film dedans, et on mettait
la cassette sur le SLX dans le dos, pof, et on refermait le couvercle, voilà. Alors là, c'est un 6008, donc là, je mets la cassette là et je referme le couvercle. Mais grosso modo, c'était ça. Donc le principe du SLX, c'était, je n'ai pas de dos interchangeable, j'ai des cassettes pas chères que tu peux acheter avec un petit étui en plastique que tu peux précharger. Le film ne fait que 12 vues, tu fais tes photos, clac, 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 hop, quand il bobine, alors le boîtier amène le film à la première vue, quand tu as passé la 12e, il bobine le film, tu prends la cassette, tu l'échanges avec une autre, clac, en 15 secondes, tu as changé de film. Voilà. Donc, c'était censé dans l'idée de monsieur Rolleiflex. Voilà. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, et donc ça perdure jusque celui-là. Alors, je ne vais pas vous montrer ça sur celui-là, je vais vous montrer ça sur celui-là. Hop. Voilà. Et donc, en fait, la fenêtre d'exposition est sur le boîtier. Vous voyez, les petits rails chromés, les petits rouleaux là, ça c'est la fenêtre d'exposition 6.6. Voilà. Et donc, c'est sur le dos, et on a, et donc ça perdure du SLX. On voit les sigles bobine pleine, bobine vide. Hein. Quand je dis c'est idiot proof, voilà, là il n'y a pas de film. Hein. Là il n'y a pas de film, hein, c'est marqué bobine vide. Et puis là c'est une bobine pleine. Donc tu prenais ta cassette, il y a le pignon d'entraînement, tu mets ta bobine comme ça, pouf, tu mets ta cassette, voilà, et puis tu as un dos qui se referme, un couvercle, un bête couvercle qui tient le presseur. Voilà. Donc c'était le principe du SLX. Donc on met ça là, voilà. Et donc le deuxième inconvénient majeur de truc, c'est que la cassette est en plastique. Voilà, la cassette est en plastique, donc les premières cassettes datent de 1976, hein, faites le calcul. Si vous mettez le pied dessus, c'est cassé. Hein, voilà. Alors on en trouve assez facilement d'occasion, on en trouve assez facilement parce que voilà, le mec il achetait tout de suite 2-3 cassettes et ainsi de suite, quoi. C'était pas cher, c'était pas cher. Et donc après, je ferai une vidéo spécialement sur comment acheter un Rolleiflex et les points à surveiller, ainsi de suite, sur les cassettes. Voilà. Et donc c'est l'élément voilà, un peu chelou du système. Voilà. Donc après le SLX, alors entre le SLX et le HI6 et le i6, le HY6, on peut compter 3 générations. Donc 3 générations. Et ces générations-là sont... il faut les considérer comme incompatibles les unes entre elles. Voilà. Effectivement, mécaniquement, ça se monte. Mais électriquement, c'est là que le bas blesse. Et donc, ces générations, donc on a le SLX d'abord, on a le 6006 et on a le 6008. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait ce joli dégradé. Voilà. Donc, on a le SLX qui est une génération à part où l'ampérage des moteurs électriques qui sont dans les obturateurs est de 5 ampères. On a le SL66 qui est à 7 ampères et on a le 6008 qui est à 10 ampères. Voilà. Et donc du coup, on a 2 générations d'objectifs. On a les PQS d'un côté qui sont les 10 ampères. La PQ c'est pour professionnel quality, hein, c'est pas pour... hein. Donc, et puis ceux qui ne sont pas PQ qui sont des 5-7 ampères. Voilà. Et
monter un objectif 10 ampères sur un boîtier 5 ampères est une très mauvaise idée parce que c'est l'objectif qui demande 10 ampères et l'accu va fournir 10 ampères. Parce que les accus sont tous les mêmes. Un accu de SLX va se monter dans un 6008. Le i6, le HY6 est à part. Le HY6, c'est ça. Hein. Ça ne se ressemble pas. J'en parlerai après. Le i6 est à part. Ce ne sont pas les mêmes accus, ce ne sont pas... et ainsi de suite. Mais cet accu-là peut aller dans un SLX, peut aller dans un 6006, peut aller dans un 6008. Alors, il y a plusieurs boîtiers, hein, 6001, 6002, 6003, 6006, 6008, 6008 Pro, Intégral, Intégral 2, AF, SRC 1000, ainsi de suite. Voilà, donc il y a toute une... comme ça. Et on va reconnaître les différentes générations de boîtiers. Je regarde, hein, parce que bon, j'avais quand même prévu, j'en avais prévu 3, et puis les 3 ils sont à plat, voilà. Tac, 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 donc ça c'est les deux mêmes, voilà. Et par exemple, voilà, et la seule chose qui va varier dans comment ça s'appelle, l'accu, c'est la présence, c'est la valeur. C'est pas la présence, c'est la valeur du fusible. Donc là, le petit bout métallique que je vous montre, là, ça c'est un fusible, c'est du 520, tout ce qui est le plus standard. Et si on regarde derrière, bah, c'est marqué, alors suivant les générations, c'est marqué. Donc là, on a de ce côté-là, on a un T 1,25 ampères et de l'autre côté, on a un M 1 ampère, voilà. Donc le boîtier métallique qui est marqué M 1 ampère, faut mettre, c'est un boîtier de 6006, d'accu de 6006, et l'autre, le T 1,25 ampères, c'est un accu de 6008. Voilà. À l'intérieur, c'est tout pareil. La seule chose qui change, c'est la valeur du fusible. Et vous mettez un T pour temporiser 1,25 ampères dans n'importe quel boîtier d'accu, et vous avez un accu de 6008. Voilà. Et si vous mettez un M 1 ampère dans un boîtier, vous avez un accu de 6006. Et si vous mettez un 0,8, je crois que c'était 0,8 ampères, un 0,8 ampères, alors je ne me souviens plus la lettre, ça doit être aussi un M, vous avez un accu de SLX, voilà. Donc ces accus, alors moi j'ai acheté les éléments sur eBay, et puis j'ai pris mon temps, j'ai fait ça tranquillement, affaire à souder, ainsi de suite, et puis voilà, je vais faire comme Naomi, Sexy Naomi, hein, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Oui, toi, Courbevoie, je te vois dire. Voilà, donc il y a deux petites vis à défaire, et on sort le bazar. Alors il faut faire attention il y a les connecteurs électriques qui sont cachés derrière, ce sont des lamelles de cuivre, et il y en a certaines qui tombent. Voilà, donc il faut faire attention, vous évitez de faire ça sur une moquette chinée rouge, hein, vous faites ça bien proprement sur une table, avec et au milieu de la table, pas sur le bord, pas le tac tac, c'est tombé, ou dans un bac à glaçons, ou chose comme ça. Voilà, et donc on sort le bazar, on récupère tout ce qu'il y a récupéré dedans, on dessoude, on ressoude, on remet tout ce qu'on a récupéré dedans, le coton, les mèches de coton, les trucs, les sondes thermiques, et trucs comme ça, et il y a deux soudures à faire, et ça se fait très très bien, et ainsi de suite. Et mon accu, il a fonctionné très très bien pendant longtemps. Voilà. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur les accus. Ah oui, si, il y a une petite tirette là pour une languette en plastique, et à l'intérieur, il y a un accu de rechange, il y a un fusible de rechange. Voilà.
L'accumulateur n'est pas un réel problème, sur le 6008. N'est pas un réel problème sur le 6008, c'est juste agaçant. Ah, c'est pas un réel problème pour le 6008. Pourquoi? Les éléments à l'intérieur, à la différence de Hasselblad, les éléments à l'intérieur sont on ne peut plus standard et toujours utilisés de nos jours. C'est du alors, ça doit être du 2/3 de AA. Donc les piles AA, vous connaissez, bah elle n'est pas 3/3, elle est juste 2/3, donc elle est plus courte. Et donc ce sont des éléments qui sont toujours fabriqués au jour d'aujourd'hui et qui sont toujours... alors en nickel-cadmium, il n'y en a pas, il n'y en a plus, c'est fini, nickel-cadmium, mais par contre, il y en a en NiMH. Nickel, métal hydrure, un truc comme ça. NiMH, différence de nickel-cadmium, qui sont deux éléments. Alors quand je dis c'est pas un réel problème, il faut moduler les choses et c'est un peu le souci moi sur lequel je bloque actuellement, parce que notamment pour le 6008 où alors vous allez me dire, tu as dit que les générations c'était 10 ampères et on a un fusible de 1,25 ampères, comment c'est possible? Eh bien oui, parce que, comment c'est possible? Tout simplement parce que c'est le problème des transitoires. Et il y a réellement 10 ampères qui sort de... Il y a réellement 10 ampères qui sort de l'AQ, et il y a réellement 10 ampères qui passent dans un fusible de 1,25 ampères. Tout simplement, c'est un problème de watts, et c'est un problème de temps de passage, parce que l'appel de... tous ces relais flex du SLX au Hi6 reposent sur des solénoïdes, sur des électroaimants. Et des moteurs électriques. Mais moteur électrique, c'est jamais qu'un électroaimant. Voilà. Et donc, du coup, il y a des phénomènes inductifs un peu bizarres qui se passent et choses comme ça. Et donc, et surtout, c'est agit que pendant des temps très très courts. Donc, il y a le pic de 10 ampères qui passe, mais le fusible n'a pas le temps de réagir. D'autant plus que ce sont des T 1,25 ampères, donc T pour temporiser, 1,25 ampères, voilà, mais ils sont capables de passer 1,25 ampères sous 250 volts. Et là, on les fait passer sous 12 volts. Donc, ça ne se comporte pas exactement pareil. Voilà. Enfin, toujours est-il que M. Rollet dit tu mets un T 1,25 ampères, tu mets un T 1,25 ampères. Et mettre un T 2 ampères, ou un T 5 ampères, ou un T 10 ampères, ne serait pas une bonne idée, là, pour le coup. Parce que si pour une raison X ou Y, le système ne s'arrête pas, là vous allez réellement faire passer 10 ampères et ça va chauffer et vous allez griller de l'électronique. Voilà. Je vous rappelle que Rolleiflex a fermé, que les pièces détachées, maintenant en 2019, ils ont tout vendu, hein, c'est tout parti. Alors, il y en a qui ont acheté des pièces détachées, et puis voilà, et puis il y en a qui commencent à manquer de pièces détachées. Donc, c'est pas exactement injetable, on n'en est pas encore à ce point-là, mais il faut espérer que s'il y a une panne, c'est une panne où ils ont encore la pièce détachée. Voilà. Voilà, c'est pour ça que moi personnellement, j'ai acheté, quand j'ai acheté ce système-là, je disais au gars, j'ai acheté, parce qu'au début vous achetez un boîtier, un objectif, et puis après vous allez chercher les objectifs, et puis vous voyez des gens ils vendent des objectifs, ils vendent pas le boîtier, ils disent mais t'as pas un boîtier qui est HS derrière? Ouais, si, oui, le boîtier il est HS, je veux pas le faire réparer, tout comme ça. Bah, combien tu me fais le lot? Voilà, donc j'ai récupéré j'ai récupéré au moins un boîtier comme ça, peut-être même deux, je sais plus, pour 50 € de plus, 100 € de plus. Voilà, mais du coup, j'ai récupéré un chargeur, j'ai récupéré un accu, j'ai récupéré un dépoli, j'ai récupéré un bouchon.
bouchon avant, voilà, tout simplement le bouchon avant. Et voilà, et puis donc c'est comme ça que je me suis retrouvé. Donc là, je dois avoir 7 boîtiers. Voilà, je dois avoir 7 boîtiers 6008. Voilà. Et alors que je n'en ai réellement acheté que 2. Voilà. J'ai acheté le premier. J'ai acheté le premier parce que voilà. Et puis je voulais utiliser un dos particulier, ça je vais vous en parler. Il me fallait une version particulière et j'arrive pas à le trouver, oh, j'en ai marre, je vais sur eBay, il y avait un magasin à Hong Kong qui avait racheté du stock, qui avait du stock et qui vendait les boîtiers neufs en boîte, jamais utilisés. Donc j'ai acheté le boîtier nu, donc sans accu, sans rien, pour 700 €. Voilà. Ah, je suis tout content, je fais mon virement, un truc comme ça, je suis tout content. Je dis, ouais, bien, avant de partir, avant d'aller me coucher, il était minuit, 1h du matin. Je vais faire un tour sur Sumilux, et puis il y a un mec qui met en vente un lot avec 2 objectifs que je recherchais, 2 boîtiers, enfin, il y avait 2 objectifs que je recherchais, et puis voilà, et puis donc il y a un prix, je dis bon, bah tant pis, le banquier va gueuler. Donc là, je contacte, et puis il y a encore 2 boîtiers derrière que je n'avais pas vu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, bon. Donc, il faut garder ça à l'esprit, c'est que ce système-là a été prévu à l'origine pour un usage séquentiel de films, toujours le même, et ainsi de suite. Donc pas vraiment des dos interchangeables. Et ensuite à l'électricité pour un appareil qui est censé fonctionner tous les jours. Ça veut dire que votre accu, ben, normalement, voilà, vous rentrez le soir, vous le mettez à charger, ça charge pendant 14 heures, vous repartez le lendemain, vous chargez, vous le mettez dedans et paf, 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 et vous faites vos photos. L'accu, quand il est neuf, quand il est en bon état, et ainsi de suite, il tient longtemps, il tient plusieurs dizaines de films, il tient 20, 30 films, donc largement de quoi faire une journée de photographe de mariage, de photographe professionnel, il n'y a pas de souci. Quand il commence à vieillir, et ainsi de suite, bah, voilà, vous êtes tenté d'en avoir plusieurs. Et donc ça, c'est un peu une connerie. Alors moi, je me suis retrouvé avec plusieurs, parce que j'ai acheté plusieurs boîtiers, je me suis retrouvé avec forcément plusieurs accus. Voilà. Et donc, bah, je les entretenais, c'est-à-dire que tous les mois, je les mettais en charge, truc comme ça, et puis il s'est passé une période de vacances, puis j'ai oublié, et puis ah merde, ça fait 3 mois qu'ils sont à plat, 3 mois qu'ils sont pas rechargés, et ben, ils prennent plus la charge parce que ils étaient vieux, les nickel-cadmium ont un phénomène de mémoire, ainsi de suite. Alors quand je dis on peut les remplacer, alors au jour d'aujourd'hui, le format de la batterie existe toujours, et alors c'est chez All About Battery. Ils ont même, alors ils n'ont pas une référence identifiée Rolleiflex, mais ils ont le pack d'accu pré-soudé de la bonne dimension pour aller dedans, parce qu'il y a un appareil médical qui utilise 8 éléments, 2 tiers de A, soudés de la même façon. Voilà. Et au pire, vous pouvez acheter sur eBay le module qui vient venir de Chine, qui est aux alentours d'une petite centaine d'euros maintenant. Vous pouvez le faire refaire par des entreprises comme Photosufrène ou Rollate, ou qui va vous le faire pour le prix de la main-d'œuvre, ou je pense que vous pouvez amener votre accu chez 1001 caméras en disant bon ben voilà, c'est du 2 tiers de AA dedans, vous mettez du nickel-cadmium ou du NIMH, voilà. Donc ça n'est pas un problème, c'est un souci, mais ça n'est pas un problème, voilà. Et en tout cas, ce n'est pas un stopper, ce n'est pas un point rédhibitoire. Voilà. L'intérêt, c'est que comme c'est 100% électrique, le boîtier n'a aucun... c'est idiot-proof. Voilà, c'est idiot-proof. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de conneries, on ne peut pas faire de fausses manipulations sur le bazar.
Le bouton pour déverrouiller l'objectif est aussi un on-off. Donc quand vous appuyez sur le bouton pour déverrouiller votre objectif, en fait vous coupez le courant. Voilà. Donc il n'y a aucun souci. L'objectif, voilà, l'objectif a de jolis contacts dorés, pour l'électricité. Il n'y a aucun contact mécanique, aucun tourillon, rien que dalle, walou, nada. Voilà. Ensuite, le boîtier, c'est pareil. On a des jolis contacts électriques en bas. Voilà. Et le SLX, c'est pareil. Hein. Et le SLX, c'est pareil. Donc 1976, vous voyez. Et il n'y a aucun tourillon, il n'y a rien, il n'y a que dalle, et ainsi de suite. Voilà. Tac. Donc, voilà, c'est un réflexe. Alors, c'est un miroir relativement court. Hein. C'est un miroir comparable au 500C. 500C, 500cm Hasselblad. Hein. C'est un miroir court, voilà, j'en profite parce que pendant que je le montre, et ainsi de suite, voilà. Alors moi c'est un... Donc je vous rappelle, j'ai eu de l'Hasselblad dans les années 80, 88, 90, j'ai eu beaucoup de soucis de fiabilité avec Hasselblad, et je m'étais dit Hasselblad plus jamais ça, et puis quand je me suis dit il y a... une petite dizaine d'années maintenant, je me suis dit tiens, je m'arracheterais bien un 6.6. Voilà. Donc je me suis tourné vers Rolleiflex, parce que Rolleiflex offre une particularité, vers le Rolleiflex 6008, offre une particularité, c'est d'offrir des objectifs Schneider ou des objectifs Zeiss. Donc on peut choisir ou objectif Zeiss ou objectif Schneider. Voilà. Et c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant parce que on a beau dire que c'est pareil, en fait, et c'est pas forcément pareil. Voilà. Et puis Zeiss fait des objectifs que ne fait pas Schneider, et Schneider fait des objectifs que Zeiss ne fait pas. Voilà. Donc c'est un système modulaire. Donc c'est un système modulaire comme Hasselblad, hein, c'est-à-dire que l'objectif se démonte, le dos se démonte, le viseur se démonte, et le verre de visée se démonte. C'est-à-dire qu'on a une petite porte, une petite trappe, et puis on enlève le verre de visée, on en remet un autre, et le verre de visée, c'est juste un carreau de plastique point barre. Hein. Il n'y a pas de cadre métallique, le cadre métallique reste attaché au boîtier. Donc ça se remonte comme ça. On a un viseur avec une loupe ronde, et la loupe est interchangeable. Voilà. Ça se positionne comme ça. Ah oui, et ça se clipse comme ça. On peut mettre, alors je ne l'ai pas amené parce que, mais on peut mettre un viseur, un prisme de SLX sur un 6008, d'accord. Voilà. Le dos se positionne là-dessus, voilà. Tac. La loupe se rabat comme ça, le truc se referme, vous voyez. Allez voir la vidéo Hasselblad pour le plier, t'es obligé de plier, refermer. Là, ça fait un flop. Voilà. C'est eux qui ont inventé ce système-là. Voilà. Et l'objectif se monte, donc on a un point rouge sur la baïonnette, vous voyez, un petit point rouge sur le bout de ferraille chromé, là. Je peux, voilà, tac. Au bout du doigt, voilà. Il y a un point rouge au sommet de la baïonnette. On met en face, on visse, papa, maman, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Et l'accu se glisse comme ça. Voilà. Alors, j'ai profité du changement de bobine pour aller remettre les accus en charge. Et j'espère pouvoir vous le faire tourner d'ici 1 heure ou 2. Donc, c'est modulaire. Alors, oui, on va prendre celui-là, on a la possibilité ou non d'une poignée, donc la poignée s'enlève,
il y a un petit truc. Il y a une position sur le barillet de vitesse. Comme toujours, il faut lire le mode d'emploi. Le but, c'est pas de vous faire le mode d'emploi et des choses comme ça. C'est aussi vous montrer un peu, vous faire rêver. Et puis après, il faut faire votre travail. Donc, alors les poignées... alors le SLX n'a pas de poignée. Le 6006 n'a pas de poignée. C'est uniquement le 6008 qui a une poignée. C'est pas mal. On a un déclencheur sur la face avant. On a un déclencheur ici. Voilà. Avec le bouton de verrouillage, ainsi de suite. Voilà. On a le barillet de vitesse qui est là. Voilà. Donc là, on va de 30 secondes. Alors comme c'est électrique, on va de 30 secondes jusqu'à 1 millième de seconde. Alors 1 millième de seconde parce que c'est sur les objectifs PQS. Voilà. 1 millième de seconde sur les objectifs PQS. Sur tous les autres, PQ et ceux qui ne sont pas PQ, c'est 1/500e de seconde. On a une position A pour automatisme. Donc là, il choisit sa vitesse. On a une bague de diaphragme. On a une bague de diaphragme sur l'objectif, qui elle aussi a une position A. Donc, quand les deux sont en mode A, on a le mode programme. Quand l'objectif seul est sur A, on a le mode speed. Et quand seul le barillet de vitesse est sur A, on a le mode aperture. Voilà. Donc, il n'a pas de bouton PSAM comme votre appareil photo, mais en fait, il a les 4 modes. Quand vous choisissez la vitesse et le diaphragme, vous êtes en mode manuel. Quand vous avez telle ou telle position, vous êtes en S ou en A ou en programme. On a un bouton de relevage de miroir pour pré-relever le miroir. On a un sélecteur de mode. Alors le sélecteur de mode varie suivant les modèles. Et fait pas forcément la même chose. C'est les modes d'exposition que l'on a. Et on a un compensateur d'exposition qui va sur une plage importante parce que le but du compensateur d'exposition est d'éventuellement de servir de sélecteur de sensibilité ASA si on utilise un dos de 6006 ou un dos qui n'a pas le sélecteur de sensibilité, le sélecteur de sensibilité qui est là. Voilà. On continue le tour du... On a donc le dos se démonte par les deux boutons supérieurs. Il s'ouvre par les deux boutons inférieurs qui sont en rouge. Et on a le volet qui est intégré. Donc on n'a pas besoin de pochette pour mettre le volet. Ça, c'est la grande différence de la Hasselblad. Et à partir du moment où le volet est ouvert, c'est verrouillé, on ne peut pas démonter le dos si le volet est ouvert. Voilà. Et je ne voudrais pas dire de bêtises. Si on peut ouvrir quand même la cassette, c'est pour ça que les boutons sont en rouge. Donc c'est idiot proof, mais il y a des limites quand même. Bon. Et quand vous voulez changer de dos, bah, vous remontez le bazar et ça se démonte. Voilà. Pas bien aimé le bruit qu'il a fait, mais bon. Voilà. Bah voilà. À peu près tout ce qu'on peut dire sur le bazar. La poignée, il y a un petit bouton pour l'orienter suivant différentes positions. Ça, c'est pour faire la photo d'hélicoptère, chose comme ça. Voilà, donc il y a 2-3 positions. Voilà, il y a 3 positions, et puis après, c'est freestyle. Voilà, ça c'est pour le ranger, et ainsi de suite. Voilà. La poignée est pas mal quand vous utilisez une optique lourde. C'est pas mal, mais moi, finalement, j'aime bien la tenue à la Hasselblad, c'est-à-dire que on soutient le bazar, le bazar à la main comme ça, et puis on déclenche ici, on fait sa mise au point avec la main droite et tout ça. Donc finalement, moi je trouve que l'ergonomie est vraiment bien pensée et c'est un boîtier qui est très agréable à utiliser. Et alors bon, bien sûr ça pèse un peu de poids,
on est dans les 2 kilos, quoi. 1,5 kg, 2 kilos, quelque chose comme ça. J'ai pas pesé. Si on compare ça avec un Nikon D5, D6 ou un EOS 5D Mark IV avec un objectif, tout comme ça, un objectif professionnel, bague rouge, c'est comparable. C'est comparable. C'est un châssis métallique avec des parements en polycarbonate, en plastique, des choses comme ça, y compris pour le SLX. Voilà. Donc, et puis ça va conclure la vidéo 4C. Moi j'aime bien, moi je trouve ça bien. On a la mesure multizone, on a la mesure spot. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a, alors bon, comme d'habitude, il faut lire le mode d'emploi. Hein, tout ça, ça se trouve en PDF sur Internet. Et par contre, oui, grand moment de solitude. Il y a un petit bouton. Il y a un petit bouton qui est caché là, qui est un bouton à glissière. Voilà, tac. Un bouton à glissière, et ce bouton là, suivant le modèle, que ce soit le 6008 professionnel ou que ce soit notamment sur le 6008 professionnel, il sert à afficher ou non, à mettre en marche ou non l'affichage dans le viseur. Vous mettez votre TAQ, tac, ah ça merde, ce qui c'est, ça fonctionne pas, je comprends, moment de panique général, et en fait c'est ce petit bouton qui est glissé pour afficher ou non pour mettre en route ou non l'affichage dans le viseur. Voilà. Donc il y a un pose-mètre, donc il y a un affichage à l'intérieur. Voilà. Donc l'affichage, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Là, je suis en train de charger les accus pendant que je vous parle. Ça prend du temps, tout ça. Et voilà. Donc à bientôt dans une nouvelle vidéo, hein, qui va certainement s'appeler la 4 ABCDE. Non, D, la 4D. 4D. Pas facile hein, de discuter, faire attention à ce qu'on dit et savoir ce qu'on va dire après. Bon, ben soyez éco hein, pour essayer de comprendre, optimiser, faites des images et puis au revoir.